Bonsoir, la flamme olympique qui parcourt la France depuis plusieurs semaines et qui se dirige vers Albertville a enfin rencontré, si j'ose dire, la neige ce matin dans la ville rose de Toulouse, une ville toute blanche en l'occurrence, comme Biarritz, Pau, Perpignan ou Montpellier. Mais il n'y a pas eu malheureusement que des moments poétiques. Le sud-ouest a aussi souffert de la neige. Didier Aurillac. Jusqu'à 80 cm de neige dans la plaine du Roussillon, des dizaines d'accidents, 80 000 foyers privés d'électricité. Aujourd'hui, la situation était particulièrement critique dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Dans ce dernier département, le plan Orsec a même été déclenché la nuit dernière, mobilisant 1 millier de personnes, des gendarmes, des pompiers et des militaires. Première priorité, les automobilistes bloqués par la neige. Exemple, l'autoroute A9 entre Perpignan et l'Espagne, 500 personnes stoppées par une couche de neige atteignant par endroits 60 cm, des gens finalement évacués au petit matin après plusieurs heures d'attente. Tout le monde est bloqué depuis hier soir 10 h environ, quoi. Et à quelle heure on est venu vous chercher? Ce matin à 7 h, 7h30. Ceux qui n'avaient pas de chauffage avaient froid, quoi, c'est tout. Pour éviter à nouveau ce type de problème, les autorités avaient décidé aujourd'hui d'interdire le trafic des poids lourds dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Les deux autoroutes Toulouse-Narbonne et Narbonne-Espagne avaient été également fermées. Pour l'instant, dans les deux départements, 3 personnes sont mortes en raison des intempéries. Parmi elles, un automobiliste victime du verglas. Cela dit, depuis hier, la neige n'épargne personne dans le sud-ouest. La région de Perpignan n'est pas la seule touchée. Les porteurs de la flamme ont pu s'en rendre compte. C'est une Haute-Garonne immaculée qu'ils ont traversée aujourd'hui. Un avant-goût des Jeux Olympiques. Et ce soir, Florence? Alors en ce qui concerne la neige, Paul, l'alerte est maintenant passée. Il n'y aura plus que quelques flocons cette nuit des Pyrénées au Massif central jusqu'aux Alpes. En revanche, il va beaucoup pleuvoir donc sur la région de Perpignan demain. Cette région qui a été touchée par la neige sera touchée par de très fortes pluies, ainsi que tout le pourtour méditerranéen. Sur le reste du sud-ouest, la situation va s'améliorer. Merci Florence, on vous retrouve à 20 h précisément. L'Union des syndicats des personnels navigants d'Air Inter demande la suspension des vols d'Airbus A320 après la catastrophe de lundi dernier. Les pilotes ne s'associent pas à cette initiative, mais voudraient être informés tout au long de l'enquête. D'après le syndicat des pilotes de ligne, l'arrêt de certaines balises au sol provoquerait la transmission de fausses cartes de navigation. Ces anomalies auraient eu lieu à plusieurs reprises à l'approche des aéroports de Strasbourg et Mulhouse. Reste à savoir si le calculateur de bord de l'Airbus est en mesure de corriger ces erreurs. Enquête FR3 Alsace, Philippe Bette et Denis Decker. Les balises au sol fournissent aux avions des indications déterminantes pour leur repérage dans l'espace. Elles permettent à l'équipage de vérifier que l'appareil suit bien le cap fixé. On comprend mieux dès lors les conséquences d'une information erronée, mal transmise ou mal comprise par l'avion. En octobre 91, de graves anomalies sont apparues sur les ordinateurs des Airbus A320 survolant Strasbourg et Mulhouse. Des changements de fréquence n'avaient pas été répertoriés dans la base de données intégrée à chaque ordinateur de bord. Faute informatique qui avait faussé les cartes et provoqué des erreurs de navigation. Le calculateur de bord n'avait pas mentionné l'erreur et donc pas alerté l'équipage. Parvenu jusqu'à Strasbourg, l'Airbus de Lyon a-t-il subi la même avarie? Y a-t-il eu confusion dans les paramètres transmis par les balises? C'est une hypothèse. L'ordinateur de bord aurait alors utilisé des références erronées qui auraient trompé l'appareil sur son orientation. Comment expliquer en effet la brutale descente sur le mont Saint-Odile sans réaction de l'équipage? Aujourd'hui à Strasbourg, les balises situées dans le prolongement de la piste d'Ensheim faisaient l'objet d'une attention toute particulière. On procédait manifestement à des vérifications sur les transmissions de données et à des mesures de champ électrique. Et ceci sous la protection de la gendarmerie de la base aérienne. 4 promoteurs de renom, dont Christian Pellerin, réunis pour une confrontation au palais de justice de Paris dans le bureau du juge Delahaye. Le magistrat tente toujours de comprendre le parcours sinueux et mystérieux de sommes d'argent considérables lors de la revente de la tour BP. Pour le moment, aucun des inculpés n'a fait de déclaration et la confrontation risque de se poursuivre assez tard dans la soirée. Ces 4 grands noms de l'immobilier auraient tous versé des commissions à la société Eurocène, dont le gérant s'était donné la mort en décembre 90. Alain Chabot et Béatrice Nivois. Discrétion, c'est le mot d'ordre depuis le début de l'après-midi au palais de justice. Face au juge Delahaye, plusieurs grands noms de l'immobilier parisien inculpés dans cette affaire. Christian Pellerin, tout d'abord, c'est le patron d'un groupe de construction puissant, la Sari, mais aussi Alain Aubert, directeur général de Lucia, une filiale de la Sari, ainsi que messieurs Schwartz et Roux, 2 dirigeants de la P2I.
En 88, ces hommes d'affaires fondent une nouvelle société, la SNC, qui va racheter la tour BP à la Défense pour 530 millions de francs et la revendre plus tard en empochant d'importants bénéfices. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais la SNC va distribuer au passage de grosses commissions. 7 millions de francs, comme c'est l'usage pour le cabinet Theo Hampton qui a servi d'intermédiaire. Et puis 5 millions de francs versés à Eurocène. À quel titre? Mystère. Eurocène, il est vrai, n'a a priori rien à voir avec l'immobilier. Cette société, dirigée à l'époque par l'épouse du policier Daniel Voiry, qui s'est suicidé en décembre 90, était officiellement spécialisée dans la vente de vin et d'alcool. Mais les millions de francs brassés par Eurocène laissent supposer aux enquêteurs que cette société cachait en fait une vaste opération de fausses factures, peut-être au bénéfice du monde de l'immobilier et de la grande distribution. Certains évoquent même des complicités policières, voire des pots de vin versés à des fonctionnaires ou à des hommes politiques. Lesquels et pour récompenser quel service, c'est l'un des enjeux de la confrontation d'aujourd'hui qui devrait se terminer tard dans la soirée. Paris vaut bien une manif. Les délocalisés sont descendus dans les rues de leur ville pour dire haut et fort qu'ils souhaitaient rester dans leur ville. Côte à côte des ingénieurs de la météo, de futurs énarques, des tapissiers ou des chercheurs du CNRS, en tout 5000 personnes. Et si la manifestation était éclectique, le mot d'ordre, lui, était unique. Tous refusent le déménagement prévu par le gouvernement, mais le gouvernement, justement, ne cède pas et prévoit même d'autres délocalisations. Samuel Costa, Yvon Baudin. Comme il l'avait fait en novembre, puis en décembre, les personnels des organismes publics délocalisés en province ont protesté contre les transferts jugés arbitraires. Faut-tu comprendre qu'on ne touchera pas à nos emplois? Une cinquantaine d'organismes pour un seul mot d'ordre, non à la délocalisation. Ce n'est pas les fonctionnaires qui vont aller remplacer les travailleurs que l'on est en train de mettre à la porte dans toutes les usines. Pour l'instant, il n'y a aucune négociation de plan social et le plan social il pose plein de questions. Et mon lieu de travail, c'est Paris, alors moi, Angoulême, ça ne m'intéresse pas. En même temps, Michel Delebarre réaffirme la ferme volonté de poursuivre le mouvement. Et cette politique, nous l'avons dit, il faut la continuer d'ici la fin du siècle, c'est-à-dire dans les 7 ou 8 prochaines années. Il faut, je crois, mener une politique de délocalisation qui doit pouvoir concerner de l'ordre d'une 30 000 emplois publics, à peu près, qui doivent quitter parce que leur présence n'est pas indispensable, leur fonction n'est pas indispensable dans la région parisienne, à Paris, et aller à travers le territoire dans les différentes régions, dans les différentes villes. Nous allons donc poursuivre. En 2 ans, 4 500 personnes devront être transférées. Pour l'instant, les mesures d'accompagnement et les indemnités proposées par le gouvernement, 50 à 80 000 francs, sont loin de faire l'unanimité et l'annonce de nouvelles délocalisations dès la semaine prochaine risque de mettre le feu aux poudres. Un téléspectateur attentif dans notre studio, Jean-Pierre Soisson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre d'État, ministre de la fonction publique. Vous êtes sur la même longueur d'onde que Michel Delbarre? Absolument. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui veulent rester à Paris, je le vois, mais il y a beaucoup de fonctionnaires provinciaux aussi qui veulent retourner chez eux. Et donc je considère que demain, finalement, on devrait demander davantage aux fonctionnaires là où ils veulent aller. Et je souhaite créer à cet effet une sorte de bourse aux emplois où chacun choisira sa ville. Est-ce que vous ne commettez pas une erreur en vous entêtant comme ça? Pas du tout. Pourquoi? Votre décision est rejetée par des milliers de fonctionnaires. Quelques milliers de fonctionnaires dans la rue vont faire changer le gouvernement. Je ne crois pas que c'est le style d'Édith Cresson et de tous ceux qui l'accompagnent. Est-ce qu'il n'y a pas, cet exemple est révélateur, est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication entre l'État et les citoyens aujourd'hui? Si, il y a un problème de communication, et c'est pour cela que j'ai demandé un rapport à Pierre Zemmour. Alors justement, ma question n'était pas innocente, et c'est la raison pour laquelle, l'une des raisons pour laquelle on vous a invité. Vous avez demandé et obtenu ce rapport de Pierre Zemmour, qu'on va voir à l'écran, sur l'amélioration de la communication du service public. Cela veut-il dire que ça cafouille en ce moment? Un peu. Un peu. Chaque jour, il y a une préfecture, un ministère, un département, une commune qui lance une nouvelle action de communication. Je communique, tu communiques, nous communiquons. Il fallait remettre les pendules à l'heure, c'est ce que Zemmour vient de faire. D'ailleurs, le titre de ce rapport est révélateur, le sens de la relation. Ça veut dire que, et vous le reconnaissez, la relation est actuellement brouillée. Pour quelle raison? Oui, mais parce que beaucoup de gens s'imaginent en communiquant et en faisant des actions de publicité qui vont ainsi défendre le service public. C'est pas vrai. Le service public, c'est d'abord le fonctionnement du service public. Avant de dire vive la SNCF, les trains arrivent à l'heure, il faut que les trains arrivent à l'heure. Et donc, il y a un effort de modernisation, d'adaptation du service public que le Zemmour, comme on dit, ce nouveau livre, ce nouveau rapport, va sans doute permettre. Mais il faut bien voir aussi, et Zemmour y insiste avec force, qu'il faut séparer la communication publique, institutionnelle, de la communication politique qui parfois la pollue. Alors justement, parlons maintenant de la communication politique. Est-ce que ça ne cafouille pas aussi en ce moment? Un petit peu.
Un peu beaucoup. Un petit peu, ben non. C'est pas parce qu'il y a de la neige sur les autoroutes de Perpignan que l'autoroute va être en permanence coupée. La communication politique, les gens ne savent pas plus la faire que le secteur privé ou les grandes entreprises. Là, par exemple, je m'adresse au président de France Unie, ça a cafouillé un peu en termes de communication à propos de l'élection d'Henri Emmanuel. Pour qui vos troupes ont-elles, vos députés, ont-ils voté hier? C'est clair. Huguette Bouchardot. Huguette Bouchardot, nous avons soutenu Huguette Bouchardot, qui a fait d'ailleurs un remarquable score au-delà des affrontements entre la gauche et la droite, puisque 44 députés se sont retrouvés pour soutenir cette candidature d'ouverture. Vous vous présentez toujours comme un ministre d'ouverture? Plus que jamais. Même dans ce climat de combat plus que jamais. Qui se profile? Moi, je suis pour que des gens venant de la majorité et de l'opposition puissent travailler ensemble au bien du pays. Ça, c'est ma ligne de conduite et je n'en changerai pas. Et ces affaires qui empoisonnent ce climat, à qui ça peut profiter? Les affaires sont ce qu'elles sont, mais je ne vais pas me mettre à porter l'étoile jaune de la politique et j'aurais honte de faire de la politique. Non, il y a une dignité de l'action politique qu'envers et contre tout, je veux défendre. En tant qu'homme politique, vous ne vous sentez pas discrédité? Absolument pas. Merci Jean-Pierre Soisson. En Algérie, le Front islamique du salut, dont des dirigeants sont en prison, a lancé un appel au calme à ses troupes, appel entendu par les militants intégristes, mais leur ressentiment contre le pouvoir s'accentue. Du ressentiment et même de l'amertume suscité bien sûr par l'arrestation hier du leader du FIS, Abdelkader Hachani. Les interpellations se sont poursuivies, notamment au sein d'un hebdomadaire proche du Front islamique du salut aujourd'hui. On imagine dans ces conditions que la grande prière de vendredi se déroulera sous haute surveillance. Reportage de nos envoyés spéciaux, Morad Eitabouche et Christian de Carnet. Circuler, il n'y a rien à voir. Que ce soit à Bab el-Oued, Kouba, Bellecour ou les autres bastions intégristes de la capitale, le calme a régné toute la journée. L'arrestation d'Abdelkader Hachani n'a provoqué aucune réaction violente, seulement une grosse déception chez les militants du FIS qui sont de plus en plus désemparés. C'est trop, hein? C'est la dictature ici. La dictature pour de vrai. Quelle réaction vous inspire l'arrestation d'Abdelkader Hachani? Le profond dégoût. Pourquoi? Quoi? Parce que c'est pas normal. Pas normal. Vous allez faire quoi maintenant? Ah non, je ne sais pas ce qu'on va faire, on va attendre nos chefs. Mais une question domine encore ce soir. Pourquoi le président du FIS a-t-il été arrêté? Le motif officiel, Abdelkader Hachani aurait dans cet encart publicitaire diffusé par El Khabar, un journal indépendant, appelé les soldats, je cite, à se démarquer de la junte au pouvoir qui prône l'oppression. Le ministère de la Défense a vu là un appel à la désertion. En fait, les autorités ont décidé de passer aux actes. Leur dessein apparaît au grand jour. La dissolution du FIS me semble inévitable. C'est dans la plus pure logique des choses. Qui va dissoudre le FIS? Ça va venir d'une manière tout à fait légale. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ça va se faire de manière légale. Déjà, pour avoir violé la loi, Abbassi Madani et Ali Belhadj, les deux véritables leaders du FIS, sont détenus depuis juillet dernier dans cette prison de Blida. Abdelkader Hachani devrait les rejoindre. Le FIS décapité existe de moins en moins institutionnellement. Depuis hier, en effet, il n'a plus le droit d'utiliser les mosquées à des fins partisanes. Tous les rassemblements et les réunions sont de surcroît prohibés. Enfin, on vient de l'apprendre, le FIS a décidé de rentrer dans le rang. Son comité exécutif, qui vient de se réunir, a décidé de maintenir ses appels, ses consignes au calme. En plus, il demande à tous les imams de la mouvance islamique de dissuader tous les fidèles de venir demain à Alger pour la grande prière du vendredi. Le FIS semble avoir compris la leçon, il ne fera aucune provocation. La communauté algérienne en France se montre discrète. Elle ne manifeste pas l'intention de s'impliquer dans les événements d'Algérie, mais elle reste attentive. Et elle l'est d'autant plus qu'il y a ici même, dans notre pays, des sympathisants et des représentants du FIS. Qui sont justement ces représentants du FIS en France? Il n'y a pas de bureau officiel, difficile donc de les localiser, mais des structures récemment mises en place existent bien et elles confirment avoir des liens avec le parti islamique. Enquête de Clément Veil-Rénal et Claire Gérouti. Difficile de rencontrer les représentants du FIS à Paris. Le Front islamique du salut ne dispose d'aucun bureau officiel et n'a pas de stratégie organisée sur la France. Qui représente le FIS en France? Ce n'est pas nous, répondent les responsables de l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF, qui tenait sa réunion annuelle le mois dernier au Bourget. Abdallah Ben Mansour, responsable de l'UOIF, qui ne cache pas sa sympathie à l'égard des islamistes algériens, assure ne pas pouvoir, malgré les nombreuses demandes téléphoniques, servir d'intermédiaire. Franchement, je ne connais personne qui représente le FIS. Même si je connaissais quelqu'un, même s'il représente officieusement le FIS,
je vous aiderai à le trouver. Fortement structuré, l'UOIF, qui représente 150 associations en France, n'a effectivement pas de lien officiel avec le FIS algérien ou ses représentants en France, même si les deux mouvements entretiennent souvent des relations étroites avec les mêmes organisations à l'étranger, comme les frères musulmans. Les financements, en provenance d'Arabie Saoudite ou du Yémen, ont souvent la même origine. Reste une petite organisation, la Fraternité algérienne en France, qui était présente au Bourget et dont nous avons rencontré hier soir les responsables à leur domicile dans un foyer étudiant de la région parisienne. La Fraternité algérienne est bien un début de représentation du FIS en France, même si son secrétaire général, qui n'attendait pas notre visite, dément tout caractère officiel à son action. Les événements de ce soir en Algérie. Nous sommes une association qui est proche des FIS, mais... Quelle association? Fraternité algérienne en France. Vous êtes proche du FIS? Oui, proche, mais je ne suis pas le représentant des FIS officiels. C'est pourtant bien la Fraternité algérienne qui a organisé en novembre dernier la seule réunion publique tenue à Paris en présence de responsables algérois du FIS. Pour le moment, la Fraternité algérienne reste très discrète sur le nombre de ses militants et sur la nature de ses activités. Mais après le coup de force de l'armée en Algérie, les militants du FIS pourraient mettre en place des réseaux en Europe et en France destinés à aider ces militants. Le procès du principal accusé du meurtre de la petite Christelle, 3 ans, a commencé aujourd'hui à Metz et mal commencé. L'assassin présumé, Christian Giacchetto, a fait preuve d'une grande agressivité. Dès les premières minutes, Christian Giacchetto a en effet dû être amené de force dans le box des accusés. D'autres incidents ont émaillé l'audience, preuve de la tension qui pèsera sur ce procès. Un procès qui doit se poursuivre jusqu'au 31 janvier. Compte rendu de cette première journée d'audience à Metz, José González. Vous pouvez vous asseoir, faites entrer l'accusé. Marie-Agnès Mirguet, présidente de la cour d'assises, a à peine donné son ordre que déjà cela va mal. Christian Giacchetto, voyant les flashs des journalistes, refuse d'entrer dans la salle d'audience. Cris, insultes, c'est presque forcé que Christian Giacchetto rejoint le banc des accusés. Sa famille le décrivait comme quelqu'un de calme, il ne l'est pas. Deuxième constat, Christian Giacchetto, que les experts qualifient d'analphabète et de débile, ne comprend pas toujours ce qu'on dit. Lorsque la présidente interroge « Quelle est votre adresse ?», l'accusé demande « L'adresse de quoi ?» Plus tard, à la question « Êtes-vous l'aîné, le plus âgé de la famille ?», Christian Giacchetto répond « Non, je suis le plus vieux ». Mais à d'autres moments, Christian Giacchetto comprend très bien ce qu'on lui dit. Ainsi, lorsque l'avocat général évoque les dessins de couteaux et de fillettes effectués lors de la garde à vue, Giacchetto s'énerve. « Quel dessin? De quoi parlez-vous? Vous le savez, vous ? Calmez-vous, ordonne la présidente, ou vous devrez quitter la salle d'audience. Rien à foutre, répond l'accusé. Maître Glauque tentera en vain de faire annuler certains actes et d'arrêter le procès. Ce n'est pas un client, c'est un patient, fera-t-elle valoir. Avant de conclure, il ne comprend rien, c'est le procès de l'absurde. Les 3 autres accusés, Jean-Claude Léonard, Fabrice Chenevet et Jean-Luc Laboueb, ne bronchent pas. Eux non plus ne comprennent peut-être pas tout, mais ils se taisent. Presque à portée de main, Michel Staub, maire de la petite Christelle, ne dit rien non plus. Lorsqu'on lit la description du corps sans vie de sa fille, frappée, violée, égorgée, Michel Staub baisse la tête, pleure doucement, discrètement. Les enfants et les adolescents sont si souvent exposés ou démunis que des initiatives sont prises en France pour tenter de les protéger. 11 départements pilotes ont mis en place une structure destinée à fournir aux mineurs une assistance juridique gratuite. Ces permanences s'adressent aussi bien aux jeunes qui veulent monter une association et qui ne connaissent pas les textes de loi qu'à des adolescents confrontés à des problèmes beaucoup plus dramatiques, conflits avec les parents ou agressions. Pour répondre à ces jeunes, des avocats, reportage dans la nouvelle permanence du Val d'Oise, Anne Gouraud et Marie-Hélène Roqueton. Bonjour, vous êtes bien à la maison de l'avocat. Des avocats volontaires et spécialisés sont désormais à la disposition des jeunes de moins de 18 ans pour discuter avec eux des problèmes qu'ils rencontrent, des questions qu'ils se posent sur le plan juridique. Frédéric, 14 ans, est l'une des premières mineures du Val d'Oise à bénéficier gratuitement de l'aide d'un avocat. Au cours d'une fugue, elle a rencontré 3 adultes qui l'ont séquestrée et violée. Je leur ai dit que j'avais fugué. Donc ils m'ont emmenée chez eux. Ils m'ont dit de manière on va te garder parce qu'il est trop tard pour rentrer chez toi. On va t'accompagner chez des amis avec eux. Face à elle, Gilles Paruel est l'un des 18 avocats volontaires à avoir suivi une formation adaptée aux droits de l'enfant. Avant même le procès de ses agresseurs, il va, à la demande de Frédéric, intervenir dans sa vie quotidienne perturbée. Qu'est-ce que tu vas lui demander en dehors de changer d'école? Qu'il fasse quelque chose pour que j'aille mieux, pour
que j'ai moins de problèmes dans ma tête. Puis pour que tout ça, ça se règle. Pour qu'il n'y ait plus de problèmes avec les autres. Comment ça s'est passé ton premier rendez-vous avec un avocat? Je n'imaginais pas ça du tout dans ma tête. Je m'imaginais les avocats qu'on voit à la télé. Les avocats durs et tout ça. Et l'un des objectifs de notre action, c'est bien entendu que les mineurs valdoisiens soient défendus, mais aussi c'est une sorte d'appel aux parlementaires et au pouvoir public pour que des textes soient pris dans ce sens. Seuls 11 départements pilotes proposent une aide juridique aux mineurs. Des mineurs dont les droits ont pourtant été reconnus officiellement grâce à la Convention internationale. C'était il y a 1 an et demi. Les Anglais vont apprendre à connaître Eric Cantona qui va traverser la Manche et jouer à Sheffield. Les dirigeants du club de Nîmes sont d'accord. Un baladin sous un ciel étoilé tous les soirs à Paris. Le baladin s'appelle Jacques Higelin qui chante et joue inlassablement sous le ciel du Grand Rex. L'équilibre est réussi et bouillonnant, spectacle original, salle pittoresque et chanteur généreux. Higelin embarque ses fans pour presque 4 heures avec de nouvelles chansons, des classiques et les Zap Mama. Michel Vial, Laurent Pelletier. Je veux vivre, rester libre, je veux m'envoler vers le ciel. Je veux vivre, rester libre, je veux m'envoler vers... On a un trac qui stimule. C'est pour ça que quand on arrive en scène, on est comme ça, et on est bon, ouais. On est très bon, il faut dire la vérité, parce que sinon le public se serait barré. Je veux dire, les gens seraient partis avant la fin. Or, il y en a beaucoup qui ont raté leur dernier métro. Coucou, le revoilà comme un bon petit diable sorti de sa boîte, le fou chantant des années 90, avec sa tendresse rauque, son regard iconoclaste et surtout ce sens prodigieux de la scène qui célèbre des musiques et des musiciens sans frontières. Ici le groupe Zap Mama pour 2 voire 3 générations de fidèles. Au fond, vous avez été le premier punk. J'étais pas le premier, non. Le premier punk français. Peut-être pas, je crois pas. Non, avant moi, il y avait Rimbaud, il y avait... Ah, mais je parle de notre époque, là. Hein. Oui, mais c'est notre époque. C'est pas loin, Rimbaud. Depuis 25 ans, au fond, Jacques Higelin ne cesse de défier la mode. Il nous surprend souvent, il nous déconcerte parfois, mais le gamin obstiné qu'il est resté sait aussi nous charmer, la preuve. Mes rêves, ouais, c'est toujours les mêmes. C'est quoi? J'aime pas tellement définir ça. C'est vivre, quoi. Vivre, être là, être présent, se donner, recevoir, prendre et donner. Marc Hautement dira les nouvelles à 22h39 et 2 secondes. Dans quelques secondes, la météo complète de Florence Klein, très importante notamment pour le sud de la France qui est sous la neige. Fin de ce 19-20, bonne soirée sur la 3, à demain 19h. Bonsoir. Bonsoir.